Bonjour à tous. On va pouvoir commencer parce que la séance est très chargée et que le timing est serré. Donc bienvenue dans cette séance qui est consacrée aux comptes nationaux. On va pouvoir voir que les comptes nationaux développent et innovent. Alors ils innovent avec les comptes nationaux augmentés, qui est un programme de l'INSEE qui consiste à développer des nouveaux indicateurs et à augmenter les comptes quand on en indique. Donc on aura deux présentations sur les comptes distribués et sur les comptes carbone. Mais les innovations en comptabilité nationale, c'est aussi des réflexions, alors notamment sur ce qu'est les productions des secteurs non marchands et comment on considère que la qualité des services non marchands s'améliore ou non, avec des questions sur le partage volume-prix de l'éducation. Et puis enfin, on aura une présentation qui sera pas sur le compte central des comptes nationaux, mais sur les comptes satellites. Et on verra comment dans les comptes satellites, notamment de la santé, on innove aussi en voulant aussi distribuer, apporter des informations à un niveau de détail plus précis. Donc tout de suite, et chaque présentation durera 15 minutes et je préviendrai les intervenants s'ils sont trop longs. On va commencer par la présentation sur les comptes nationaux distribués, méthode, perspective et prolongement. Et c'est Mathias André qui présente, mais c'est un travail joint avec Thomas Renaud et Sébastien Roux. Merci. Bonjour à toutes et tous, donc merci d'être là. J'espère que vous m'entendez à distance. Je lance juste le timer. J'ai changé de titre de la présentation. Je vais vous présenter un travail conjoint avec Thomas et Sébastien. Je vais faire l'hypothèse que vous avez déjà entendu parler des comptes nationaux distribués, donc je ne vais pas faire toute la méthode, tout le passif et le passé. Mais n'hésitez pas, il y a un moment de questions sur si vous avez des interrogations. Voilà. Donc, les comptes nationaux distribués, vous allez le voir, permettent de travailler à l'interface entre les données micro et les données macro. C'est un outil qui va permettre de répondre à une question qu'on estime un peu importante, qu'on a présentée comme ça: comment se répartissent les fruits de la croissance. Je vais spoiler, c'est tout de suite, ça va dépendre de comment on définit le niveau de revenu. Donc très rapidement, ce que je vous ai déjà dit sur les comptes nationaux distribués, à quoi ça correspond? L'objectif est assez ancien. On a trouvé des traces dans les années 50. C'est d'avoir les agrégats macroéconomiques définis par la comptabilité nationale et de les répartir à certains agents en fonction de certaines catégories. Donc à partir de sources microéconomiques. C'est-à-dire qu'on va essayer d'aller au-delà de la moyenne. Si par exemple on prend l'ensemble des revenus des facteurs, la comptabilité nationale regarde le total, et donc on va apporter de l'information pour essayer de définir quelle partie est attribuée à tel type de ménage, par exemple. Dans nos travaux sur les comptes nationaux distribués, on va travailler sur deux grandes notions de revenus, donc ce qu'on a appelé le revenu primaire élargi. Vous allez voir, on va l'appeler avant transfert aussi, un revenu primaire et un revenu élargi après transfert. Donc le revenu primaire élargi, si vous êtes familier avec la comptabilité nationale, c'est le haut du TEE, c'est la répartition du revenu. Donc c'est à la fois la somme des revenus d'activité, donc des indépendants et des salariés, des revenus de la propriété, au sens de la comptabilité nationale, donc patrimoine, loyer et tout ça. On va y ajouter ce qu'on appelle le profit non distribué des entreprises aux ménages. Donc c'est en fait le revenu primaire des entreprises, et on va faire l'hypothèse conceptuelle, l'analyse conceptuelle de dire que les entreprises sont possédées par les ménages. Donc même si les entreprises gardent leurs revenus dans leur trésorerie, dans leurs résultats, alors c'est possédé par les ménages. Et on peut avoir une approche qui pourrait se rajouter un peu plus, qui est un peu plus un champ conceptuel un peu plus supplémentaire. Si on veut aller à la répartition du revenu national, alors on peut y rajouter le revenu d'administration publique. On peut faire les deux approches. Ça va dépendre le cas d'hypothèse qu'on est prêt à faire. Donc ça va définir une répartition du revenu. Donc on va être avant transfert, intuitivement, ça va être les inégalités primaires, donc avant redistribution. Et ensuite, on va appliquer l'ensemble des transferts. Par abus de langage, on va dire transfert public, mais il y a aussi les contrats obligatoires, donc les transferts obligatoires. C'est un peu un parallèle avec les prélèvements obligatoires. Donc, on va attribuer l'effet de l'ensemble des prélèvements obligatoires, donc c'est-à-dire
les prélèvements payés par les ménages, donc taxation indirecte, impôt sur le revenu, CSG, CRDS, cotisation sociale, et aussi les impôts indirects qui vont être par exemple la taxe de la TVA plus connue, c'est la TVA, mais il y a tout un tas d'autres taxes. On va y ajouter, puisque on a élargi le champ des revenus des ménages, on va aussi y ajouter les taxes et subventions sur la production. Donc ça, c'est ce qui vient diminuer le revenu. D'accord ? Ce qu'il va y avoir augmenter le revenu. Donc ça, c'est tous les transferts reçus par les ménages. Donc il y a le niveau monétaire, les prestations sociales en espèces, retraite, chômage, minima sociaux. Et ensuite, les transferts en nature individualisables, qui vont être la santé et l'éducation, et ensuite les dépenses collectives. Et en ajoutant le déficit, quelque chose qui est similaire au déficit des administrations publiques, alors on a une redistribution qui va être exhaustive, c'est-à-dire qu'on va verser autant qu'on va prélever, donc on va pouvoir regarder comment le revenu avant transfert va se déformer pour écrire le revenu après transfert. D'accord ? Il y a aussi une variable qui est un peu au milieu au milieu de deux choses d'ailleurs, au milieu de la redistribution, puisque c'est le niveau monétaire, ça va être le revenu disponible, on peut éventuellement regarder ajuster si on y ajoute le transfert en nature. Il va être aussi au milieu, le revenu disponible, c'est aussi une notion qui va être conjointe entre la micro et la macro. Alors avec des ajustements conceptuels et des petites différences, mais c'est quelque chose qui est un peu au milieu, c'est intuitivement ce qu'on a avant la fin du mois, avant de consommer et d'épargner ou de recevoir la consommation publique. Donc voilà, donc ça c'est peut-être un graphique si vous avez déjà suivi les comptes distribués que vous avez déjà vu. Je l'ai mis un peu par acquis de conscience, mais je ne vais pas le commenter. C'est pas l'apport de la présentation. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous avez à gauche un revenu primaire élargi avant transfert, tout à droite un revenu primaire un revenu élargi après transfert. Vous avez les effets de l'ensemble des transferts. Ici classé par dixième de niveau de vie. Bon, donc comment se répartit la croissance ? D'abord, on va se poser la question de comment se répartit la croissance. Les revenus, pardon. Donc les revenus. Ici, c'est la répartition par cinquième de niveau de vie usuel. À droite, vous avez la moyenne. Et vous avez 4 notions de revenus. Je ne sais pas si c'est lisible au fond, je pense même que non. Donc vous avez en bleu clair à gauche le revenu primaire avant transfert, ce que je viens de vous dire, donc le RNN distribué aux ménages. Et tout à droite des 4 barres, le niveau de vie élargi, donc après transfert. D'accord ? Donc vous pouvez voir que, par exemple, il y a un effet redistributif massif. D'accord ? Le niveau de vie après transfert des plus modestes va être plus élevé et celui des plus aisés va être plus réduit. Et vous avez 2 notions de revenus intermédiaires. Qui est que je vais commenter très rapidement, c'est le niveau de vie élargi auquel on n'a pas enlevé l'endettement public, d'accord ? Donc en fait, l'endettement public, ça revient, d'accord, à distribuer. S'il est négatif, on s'endette, donc on va verser plus aux ménages. Et donc le revenu des ménages avant endettement public va être un peu plus grand que celui auquel j'enlève l'endettement public. Voilà, c'est un peu technique, je vais vous reporter à l'étude qui risque de bientôt sortir. Mais du coup, je vais surtout commenter la barre violette. C'est le revenu disponible ici net des ménages. Et donc, vous voyez que donc il est à un niveau intermédiaire. Tout à droite, l'ensemble, la moyenne du revenu disponible est plus faible que le RNN. C'est normal. Il y a des choses qui ne sont pas encore reversées. C'est le revenu disponible des ménages. Et en revanche, le revenu disponible net des ménages, il va être plus petit que le revenu primaire élargi, puisqu'on va prélever des choses, et il va être, pour les plus aisés, et pour les plus modestes, il va être plus élevé, puisqu'il y a notamment les prestations sociales. Donc ça, c'est la répartition en 2023, en euros par UC. C'est un peu un indicateur de l'ensemble des inégalités. Donc on peut décomposer ce revenu disponible. Donc ça, c'est un graphique, cette décomposition, c'est un graphique que publient chaque année les comptes nationaux. Et ici, on va le décomposer par catégorie. Donc, au lieu d'avoir à droite l'ensemble, qui est le total issu du TEE, et à gauche, vous avez la même chose par catégorie de ménages. Ici, c'est les cinquièmes de niveau de vie. Donc, plus à gauche, c'est les 20% les plus modestes, plus à droite, c'est les 20% les plus aisés. Et donc, je ne vais pas aussi commenter trop parce que je vous conseille de vous reporter à la présentation et à la future étude. C'est un peu du teasing. Sinon, ça prendra trop de temps. Mais surtout, regardez les petits points. Les petits points, c'est donc la valeur moyenne du cinquième. Petite précision, vous avez les grandes barres violettes, c'est parce qu'on tient compte de l'évolution des prix. Ici, l'évolution du prix, elle est égale à la moyenne pour tout le monde. Donc, on peut commenter que 5 minutes, que l'évolution donc entre 2018 et 2023, donc ici c'est un exemple, du revenu disponible, c'est les petits points, est relativement homogène, voire légèrement un peu égalitaire, puisque celle du plus aisé est plus réduite que celle des plus modestes.
Donc, on peut faire le même exercice de décomposition. Donc, c'est le même graphique, sauf que maintenant, on change de variable de revenu. On va prendre le revenu après transfert. D'accord? Et donc là, c'est la même composition, sauf que les composantes sont un peu différentes. D'accord? Dans le revenu disponible, c'est que la redistribution en espèces. Ici, vous avez en bleu les grandes barres, c'est le revenu primaire élargi, qui a une évolution. Ici, c'est par habitant, mais je vous épargne les subtilités. Une évolution primaire assez marquée, on va dire un peu intuitivement inégalitaire, d'accord? Notamment tout en haut une forte hausse. Et donc, quand on regarde les points carrés, ça va être donc le revenu après tous les transferts sans tenir compte de l'endettement. Donc celui-là, il est encore relativement plat sur l'ensemble de la distribution, mais il bénéficie aux plus aisés. Et quand on tient compte de l'endettement, ça va être les points violets. Alors, dans ce cas-là, il est relativement égalitaire, uniforme sur la répartition de revenus. D'accord? Donc maintenant, c'est là un peu donc ça, c'était la première innovation de cette étude. Si vous avez déjà entendu parler des comptes distribués, on faisait souvent des photos, on commentait la redistribution, on commentait les inégalités. Donc maintenant, on fait des évolutions. On essaie, c'est pas facile. Donc d'ailleurs, ces résultats sont peut-être préliminaires. J'ai oublié de le préciser. Et donc, on va à une deuxième innovation. Un des objectifs des comptes nationaux augmentés du programme, c'est d'essayer de trouver des indicateurs alternatifs au PIB. Et donc, quand vous regardez les débats macroéconomiques, le débat est quand même assez, pardonnez-moi l'expression, écrasé par l'évolution du PIB en moyenne, d'accord? Donc l'idée de cette étude, c'est de proposer un indicateur alternatif, c'est de ne pas tenir compte uniquement de l'effet moyen, mais tenir compte de l'effet des inégalités. D'accord? On peut définir un indicateur qui n'est pas l'évolution de la moyenne, mais qui est la moyenne des évolutions. D'accord? Donc je vais aller assez vite. J'ai pas mis les équations, elles sont en annexe. Ah si, je les ai mises, pardon. Mais je voulais passer vite, pardon. C'est juste, croyez-moi un peu sur parole, mais quand vous regardez l'évolution de la moyenne du PIB, c'est en fait l'évolution des revenus individuels pondérés par leur importance, par l'importance de leurs revenus dans le revenu total. Donc regardez juste les couleurs, d'accord? La croissance usuelle. Je ne sais pas si vous m'entendez. Le rouge, donc, c'est la somme pondérée des évolutions individuelles. Donc, TOIT, c'est les croissances des revenus individuels. Pondérée par quoi? Par la somme, par l'évolution du revenu, par le revenu, pardon, divisé par la somme. D'accord? Donc, nous, on va définir une croissance équilibrée, qui est une chose assez usuelle dans la littérature économique, qui s'appelle le democratic growth en anglais. Et donc, en bon français, on propose de l'appeler croissance équilibrée. Mais au lieu de définir l'évolution de la croissance comme l'évolution des revenus individuels pondérés par son revenu, par le poids dans sa importance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus je suis riche, plus je vais compter, plus l'évolution de mon revenu va compter dans la croissance. Et donc, je vais définir la croissance équilibrée. C'est donc la moyenne des évolutions des individus qui vont tous compter avec la même importance. D'accord? Donc ça, c'est beaucoup de texte si jamais vous avez envie de rattrapage et pour ceux qui n'ont pas vu la présentation, mais c'est exactement ce que je viens de dire. Croissance usuelle, c'est en gros, pardonnez-moi l'expression, c'est 1 euro, une voix, d'accord? Et la croissance équilibrée, c'est une personne, une voix. Et donc, on peut calculer, grâce au compte distribué, ces deux grandeurs. Donc là, on l'a fait entre 2018 et 2023, on l'a fait par cinquième de niveau de vie. Et donc, vous avez les trois grandes variables de revenus que je vous ai commentées. Celle avant transfert, c'est les courbes bleues. Celle après transfert, c'est les courbes violettes claires. Et les courbes après transfert, revenus disponibles, donc le niveau intermédiaire, les courbes tout en haut. Donc, premier constat, et vous avez la valeur moyenne de la croissance équilibrée. Donc vous regardez que, c'est les pointillés, donc vous regardez que la croissance après transfert, les petits pointillés bleus, croissance équilibrée, c'est-à-dire que la croissance du revenu national qui tient compte de l'évolution différenciée de chaque catégorie de groupe. D'accord? Donc vous avez l'évolution différenciée avec les traits pleins. Donc on retrouve ce qu'on avait vu, donc la croissance après transfert est assez inégalitaire, notamment parce que les plus aisés ont une forte croissance. En revanche, que ce soit au niveau du revenu disponible ou au niveau du revenu après transfert, les croissances sont un peu plus égalitaires, même quand on tient compte de l'évolution différenciée des revenus. D'accord? Donc ce sont des résultats préliminaires. Faire des évolutions sur des agrégats comptables distribués, c'est assez peu robuste. D'accord? Donc je vais conclure. Voilà, donc juste, c'est la même chose, sauf qu'on peut calculer la croissance équilibrée chaque année. Vous allez voir,
on peut capter des évolutions en disant cette année, la croissance est un peu plus égalitaire que la moyenne, ou sinon, si la croissance équilibrée c'est inférieur, alors la croissance est un peu plus inégalitaire que la moyenne. Donc voilà, donc c'est ma conclusion. Donc les comptes nationaux distribués permettent, via toute une structure de méthodes, d'hypothèses, de données, de répartir les différents concepts de revenus de la comptabilité nationale. On peut donc les regarder en évolution, ça porte des résultats qui sont complémentaires, mais en même temps, pour l'instant, assez similaires avec la DSDS, avec les revenus micro, avec voilà, les sources primaires des inégalités. Et on peut aussi construire des indicateurs qui vont être complémentaires, voire concurrents à l'indicateur moyenne du PIB. Et je vous remercie. Merci beaucoup Mathias. Donc, on va tout de suite poursuivre avec une présentation de Sylvain Larieux et Emmanuel Baud sur la mesure de l'empreinte carbone. Et donc on aura un temps de questions à la fin de la séance. Alors, c'est à vous. Merci. Je m'en rends. Peut-être, oui. Bonjour à tous. Donc nous sommes Sylvain Larieux de l'INSEE et Emmanuel Baud du SDES. Nous allons vous présenter nos travaux sur la mesure d'empreinte carbone qui sont maintenant faits en collaboration entre l'INSEE et le SDES depuis presque 3 ans. Donc dans une première partie, Emmanuel va vous présenter les résultats qu'on obtient et qu'on a publiés notamment le mois dernier. Et dans une deuxième partie, je vous parlerai rapidement de la méthodologie. Merci Sylvain, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter donc nos derniers résultats qui ont été publiés le mois dernier. Et pour commencer, je voulais vous préciser ce qu'est l'empreinte carbone. Alors il existe 2 approches pour estimer l'impact climatique d'un pays. Donc la première approche, c'est ce qu'on appelle l'inventaire de gaz à effet de serre. Et dans cet inventaire de gaz à effet de serre, on vient estimer les émissions de gaz à effet de serre qui ont été physiquement émises à l'intérieur du pays. Donc on retrouve les émissions directes des ménages, qui proviennent des véhicules des ménages ou des appareils de chauffage dans les logements. Et donc la seconde approche, c'est donc ce qu'on appelle l'empreinte carbone, donc l'objet de nos travaux. Et donc l'empreinte carbone, c'est une estimation de la quantité de gaz à effet de serre induite par la demande finale intérieure que les biens et services consommés soient produits sur le territoire national ou importés. Et donc dans l'empreinte carbone, on va tenir compte des émissions associées aux importations. Alors les derniers résultats pour 2024, donc on peut reconstituer le passage de l'inventaire de gaz à effet de serre à l'empreinte carbone. Donc en 2024, l'inventaire de gaz à effet de serre de la France, c'était 404 millions de tonnes équivalent CO2. Donc dans ces 404 millions de tonnes, on a 99 millions de tonnes qui étaient émis directement par les ménages. Et puis 305 millions de tonnes qui provenaient de la production intérieure. Sur ces 305 millions de tonnes, il y a 125 millions de tonnes qui sont associées à des biens et services qui sont exportés par la France vers l'étranger. Et puis on a 180 millions de tonnes qui sont associées à des biens et services qui sont destinés à la demande finale intérieure française. Parallèlement, la France a importé des biens et services, et on estime qu'il y a 443 millions de tonnes équivalent CO2 qui sont associées à ces importations de biens et services. Sur ces 443 millions de tonnes, il y a 160 millions de tonnes qui sont associées à des importations directement réexportées, et 284 millions de tonnes qui sont associées à des biens et services importés destinés à la demande finale intérieure française. Et donc, en définitive, l'empreinte carbone de la France, c'est 563 millions de tonnes en 2024, dont 99 millions de tonnes émises directement par les ménages, via leurs véhicules ou leurs équipements de chauffage dans les logements, 180 millions de tonnes qui proviennent de la production intérieure, et 284 millions de tonnes qui sont associées aux importations. Et donc, on voit la différence en quantité entre les 2 approches, l'inventaire d'émissions de gaz à effet de serre, 404 millions de tonnes, et l'empreinte carbone de la France, 563 millions de tonnes. Donc là, on a nos dernières estimations. Donc en 2024, je vous l'ai dit, l'empreinte carbone de la France, c'était 563 millions de tonnes équivalent CO2. Ça représente 8,2 tonnes CO2 équivalent par personne. Et donc sur ces 563 millions de tonnes, il y a 50% d'émissions importées. Donc la moitié des gaz à effet de serre de l'empreinte carbone de la France ont été émis à l'étranger. En 2024, l'empreinte carbone de la France avait diminué de 3,4% par rapport à 2023.
Donc si on regarde en évolution, depuis 1990, l'empreinte carbone a diminué de 20%. Mais cette diminution, elle englobe deux tendances. Premièrement, une forte baisse des émissions intérieures, donc qui proviennent des ménages et de la production intérieure, et en même temps, une légère hausse de 2% des émissions associées aux importations. Et donc ce qu'on peut constater, c'est que depuis 1990, l'empreinte carbone a eu tendance à augmenter entre 1990 et 2008, et depuis 2009, l'empreinte carbone diminue d'environ 2% par an. Alors une diapositive un petit peu chargée, un graphique un petit peu chargé, qui vous montre différentes décompositions de l'empreinte carbone de la France. Donc là, c'est l'année 2023. La première barre, c'est le total de l'empreinte carbone de la France en 2023. C'était 583 millions de tonnes équivalent CO2. La deuxième barre, c'est la décomposition de l'empreinte carbone en fonction de la nature des gaz à effet de serre qui la composent. Donc en 2023, il y avait 64% des gaz à effet de serre de l'empreinte carbone qui étaient du CO2. La troisième barre, c'est une décomposition de l'empreinte carbone en fonction de l'origine géographique des émissions. Donc en 2023, on avait 51% des émissions qui étaient importées, 19% qui venaient de l'Union européenne et 11% qui venaient de Chine. Ensuite, je passe à la quatrième barre, où là, on cherche à déterminer l'origine des émissions de gaz à effet de serre par branche d'activité. Quelles sont les activités qui ont contribué à l'empreinte carbone? Donc on peut constater qu'on a 15% des émissions qui proviennent de l'agriculture. On a ensuite 21% des émissions qui proviennent de l'industrie, mais plutôt de l'industrie lourde, donc la production d'acier, la production de ciment, la production de verre. 15% des émissions qui proviennent de la production d'électricité, donc l'électricité qui est produite partout dans le monde et qui sert à produire des biens consommés par les Français, et puis 10% par les transports. La barre suivante, donc c'est la cinquième, là on cherche à déterminer la destination des gaz à effet de serre. Donc dans quels biens et services consommés par les Français sont incorporés les gaz à effet de serre. Et là, le gros paquet des gaz à effet de serre sont contenus dans les produits de l'industrie manufacturière. Et là, on est plutôt dans les produits finis, des produits manufacturés. Donc, par exemple, des produits de l'agroalimentaire. Et puis, on a 21%, un autre gros paquet, des émissions qui sont contenues dans les services. Donc ça, c'est les émissions qui vont être associées aux véhicules des administrations, par exemple, au chauffage des bâtiments de santé, des bâtiments de l'éducation, etc. Je ne commente pas les deux barres suivantes, et je commente uniquement la dernière, où on cherche à décomposer l'empreinte carbone de la France par grands postes de consommation. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'on a les 2/3 de l'empreinte carbone qui sont constitués par les postes déplacement, alimentation et habitat. Donc, déplacement, vous avez les émissions de gaz à effet de serre, la combustion du carburant dans les véhicules, la construction des véhicules, la construction des routes, et puis également les émissions associées aux services de transport. Le poste alimentation, où là, vous avez des émissions qui proviennent de l'agriculture, des émissions qui proviennent de l'industrie agroalimentaire et des émissions qui proviennent de la restauration collective. Et le poste habitat, donc là, on a le chauffage dans les logements, la construction des logements, les émissions associées à la production d'électricité qui est consommée dans les logements. Et je termine avec ma dernière diapositive concernant les résultats, où là, c'est sur l'année 2022, donc on présente des comparaisons internationales. Donc en 2022, l'empreinte carbone de la France était 9,1 tonnes de CO2 équivalent par personne. Donc c'est un chiffre qui est supérieur de 42% à la moyenne mondiale. Donc l'empreinte carbone moyenne mondiale par habitant, c'est 6,4 tonnes de CO2 équivalent par habitant. Et on constate qu'il y a des grandes disparités par pays. Donc on a des pays qui ont des empreintes carbone par habitant inférieures à 3 tonnes, par exemple l'Inde. Et à l'inverse, on a des pays qui ont des empreintes carbone très fortes, comme les USA, avec une empreinte carbone supérieure à 20 tonnes. Ce qui veut dire qu'un Américain a un mode de vie qui a un impact climatique 7 fois plus important qu'un Indien. J'en ai terminé pour les résultats, et je laisse la parole à Sylvain. Merci beaucoup. Merci. Donc la méthodologie, bon, ça va être très rapide dans cette présentation, mais vous aurez les grandes lignes. L'ingrédient central qui nous permet de mesurer l'empreinte carbone de la France, c'est ce qu'on appelle un tableau international d'entrée-sortie, un TIUS. Qu'est-ce que c'est? C'est un grand tableau qui décrit l'économie mondiale produit par produit. Donc pour chaque produit, on dit d'où il vient, c'est-à-dire où il a été fabriqué, et puis qu'est-ce qu'il devient. Est-ce qu'il est utilisé pour satisfaire la demande finale directement d'un ménage, ou est-ce que c'est un intrant qui est transformé pour faire un autre produit? Et ce qui est important, c'est que ce TIUS, il nous permet en fait de remonter les chaînes de valeur. C'est-à-dire on part de la demande finale, donc des biens finaux qui sont consommés par les ménages, et on arrive à remonter grâce à ce tableau toutes les productions qui ont été nécessaires à la satisfaction de cette demande finale.
Donc formellement, comment on fait ça? On utilise le modèle entrée-sortie de Leontief, quelque chose de bien connu et d'assez simple. On part d'égalité comptable, c'est-à-dire que la production d'un produit, elle est égale à tous ses emplois, les emplois intermédiaires et les emplois finaux. Et là, ce que Leontief fait, c'est qu'il remarque que les consommations intermédiaires, on peut les écrire de manière proportionnelle à la production. Pourquoi? Parce que quand je produis quelque chose, j'ai besoin d'une combinaison d'intrants qui est finalement assez fixe, assez prédéfinie, et qui est proportionnelle à ce que je vais produire. Et on appelle ça AX. On a cette relation comptable, on peut l'inverser, c'est là qu'on fait le fameux modèle, et on détermine ce qu'on appelle la production induite par une certaine demande finale. Donc là, dans cette expression au milieu, X, c'est la production qui est induite partout dans le monde pour satisfaire une certaine demande finale, par exemple la demande finale française. Là, on est tout proche de l'empreinte carbone. Pour passer à l'empreinte carbone, tout ce qu'il nous suffit de faire, c'est d'ajouter à cette production induite un impact en termes de gaz à effet de serre. Et donc, c'est le petit E, c'est combien de kilos de gaz à effet de serre on doit émettre pour chaque euro de production partout dans le monde. Voilà donc notre empreinte. Alors nous, on fait quelque chose d'un tout petit peu différent, mais quand même sur le même principe. Pourquoi? Dans notre estimation. On a un petit problème, c'est que quand on prend un TIUS, nous on utilise par exemple ce qui s'appelle Figaro, qui est fait par la Commission européenne, les données françaises sont un peu modifiées, on retrouve plus tout à fait les données des comptes nationaux français. Et nous on veut garder cette cohérence. Donc on fait deux choses. La première, c'est que on développe l'expression que je vous ai montrée avant en 3 termes. Alors là, je les ai pas commentés, donc c'est un peu obscur. En gros, le premier représente le contenu carbone de ce qui est émis en France pour satisfaire la demande finale française. Le deuxième terme, il représente le contenu carbone de ce qui est importé en France pour faire tourner l'économie française, c'est-à-dire qu'il devient des consommations intermédiaires dans l'économie française. Et le troisième terme, c'est le contenu carbone de ce qui est importé en France pour satisfaire directement de la demande finale. C'est-à-dire, j'achète un smartphone, voilà, directement. Donc, on fait cette décomposition. Et la deuxième modification qu'on fait, c'est que au maximum, dans cette expression, on remplace les termes du TIUS par des termes qu'on connaît dans les comptes nationaux. Donc c'est tous les termes que j'ai mis en rouge. Donc en fait, tous les termes qui, dans le TIUS, décrivent l'économie française, nous on les remplace, au lieu de prendre ceux du TIUS, on les remplace par ceux de nos comptes, qu'on estime mieux connaître. Donc voilà cette méthodologie. Qu'est-ce que ça donne? Donc sur 2023 par exemple, le fait de faire cette substitution, ça nous conduit à une empreinte carbone qui est plus haute de 6% par rapport à si on avait utilisé Figaro directement. Pourquoi c'est plus élevé? C'est pas évident, ça pourrait être moins élevé. Il se trouve que dans Figaro, la France semble importer plus de services et moins de biens. Et donc son empreinte carbone est un peu plus légère. Alors que nous, quand on remplace par nos propres données, on trouve plus de biens, moins de services. Un deuxième point méthodo, c'est la question de comment on estime l'empreinte carbone de la dernière année. Alors ici, la dernière année, c'est 2024, c'est-à-dire l'année N-1 quand on publie en 2025. Là, on a un souci, c'est que le TIUS Figaro, il n'est pas disponible pour 2024. Donc, on doit faire une partie de projection. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait? C'est que dans l'expression que je vous ai montrée au-dessus, tous les termes rouges, là, français, on les connaît pour 2024, dans une version provisoire, qui sera peut-être revue, mais on les connaît. Et ce qu'on ne connaît pas, c'est le contenu carbone des importations. Combien il y a de carbone dans un euro importé en 2024? Et donc là, on va prolonger les tendances de ces contenus carbone pour chaque produit importé, pour chaque euro de pétrole saoudien, pour chaque euro de produits informatiques chinois, etc. On fait ça. La limite, bien sûr, c'est qu'on a peu de recul. On a une série assez courte qui commence en 2010. Donc notre modèle, bon, il est assez simple. Mais vous voyez que pour les dernières années, ça marche quand même pas mal quand on fait une simulation a posteriori de ce qu'on aurait trouvé. Bilan de cette méthodo. Donc d'abord, je ne peux pas préciser au début, mais il y aura un document de travail qui sortira d'ici la fin de l'année, qui explique toute cette méthodologie assez en détail. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ce qui est très bien positif dans cette méthodologie, c'est que on utilise un TIUS, donc on a une modélisation explicite, même si elle n'est pas parfaite, mais explicite de toutes les chaînes de valeur internationales. On a une bonne cohérence avec les comptes français parce qu'on recale tout sur nos comptes. Les limites, c'est celle de la modélisation entrée-sortie en général. C'est-à-dire que
Il y a des incertitudes sur ce fameux tableau international entrée-sortie, parce que c'est pas évident de le construire et il y a des limites dans les données qui sont disponibles. Il y a des incertitudes aussi évidemment sur les émissions de gaz à effet de serre dans le reste du monde. C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'on connaît assez bien les émissions de gaz à effet de serre françaises, mais on connaît moins bien les émissions qui ont lieu dans d'autres pays. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour progresser encore? On a des pistes de travail pour les prochaines années pour continuer à améliorer notre méthodo. En particulier, essayer d'augmenter un peu le détail de produits qu'on peut suivre dans le modèle. Aujourd'hui, donc, on est calé sur le tableau Figaro qui a 64 produits dans chaque pays, mais il y en a certains qui sont un peu trop agrégés, par exemple les produits agricoles et les produits énergétiques, donc on va essayer de les désagréger. Et un autre point très important, c'est que tous ces tableaux entrée-sortie qu'on utilise, ils sont en valeur, en euros courants chaque année. C'est très bien, ça permet de faire les calculs, mais quand on veut relire les résultats et les interpréter, c'est un petit peu limitant, parce qu'on aimerait bien aussi, à chaque fois, avoir les évolutions en volume, décomposer les effets volume et les effets prix. Et donc, c'est aussi des choses qu'on va mettre en place. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va poursuivre du coup avec une présentation de Matt Lefloche et Pauline Mandras sur une étude qui a été faite avec Jérémy Fouliard sur le partage volume-prix de l'éducation. Oui, bonjour. On va vous présenter avec Matt une étude qui est une collaboration entre le D2E et le DCN et qui porte sur le partage volume-prix dans le secteur de l'éducation. Donc d'abord, qu'est-ce que le partage volume-prix? Un des rôles de la comptabilité nationale, c'est de décomposer donc la valeur des opérations sur biens et services en deux composantes. Un indice de prix qui mesure l'évolution des prix et un indice de volume qui mesure l'évolution des quantités produites hors de tout effet prix. Et c'est cette décomposition qu'on appelle le partage volume-prix. Pour les produits marchands, on calcule ces deux indices à partir des prix de marché. Et une des difficultés pour les services publics, c'est qu'ils sont non marchands, c'est-à-dire ils ne disposent pas de prix de marché. Donc c'est le cas en particulier du secteur de l'éducation, où les services d'enseignement ils sont soit gratuits, soit fortement subventionnés. Donc pour pallier à ces difficultés, le DCN utilise actuellement une méthode qui est appelée la méthode output pour estimer le volume d'éducation. Donc cette méthode, elle consiste à utiliser une variable non monétaire liée au service comme indicateur de volume. Donc ici, la variable utilisée, c'est le nombre d'élèves, si bien que le volume, c'est estimé comme le nombre d'élèves où chaque niveau d'enseignement est agrégé en pondérant par la dépense par élève. Mais on identifie deux principales difficultés dans l'utilisation de cette méthode output. La première, c'est que cet indicateur de volume, ça reflète principalement des évolutions démographiques, à savoir les évolutions du nombre d'élèves. Et la deuxième difficulté, c'est que cet indicateur ne prend pas en compte les évolutions de qualité de l'enseignement. Donc ici, on a représenté le volume d'éducation entre 2010 et 2024 et les prévisions du volume après 2024, en supposant que les coûts étaient constants à leur valeur de 2024. Donc, ce qu'on voit, c'est que le volume d'éducation, il décroît à partir de 2020 et il va continuer de décroître après 2024. Donc ça s'explique parce que le nombre d'élèves, il diminue, il va continuer de diminuer du fait de la baisse de natalité depuis le début des années 2010. Et donc, au total, on estime que le volume d'éducation, il va décroître d'environ 8% entre 2020 et 2028. Et cette diminution, elle est encore plus forte pour le premier degré. C'est à peu près 12% entre ces deux dates. Et donc cette diminution du volume d'éducation, elle a lieu quand bien même on se peut dire que la qualité de l'enseignement a pu s'améliorer du fait d'une réduction récente de la taille des classes. Donc l'objectif de notre étude, c'est de proposer et comparer différentes méthodes d'estimation du volume d'éducation et en particulier de tester différents indicateurs qui seraient mieux destinés à capter les variations de qualité. Donc, on a testé pour cela 3 principaux indicateurs qualité. Donc, le premier, c'est la part d'enseignants débutants. On a aussi testé la taille des classes et les scores PISA, donc qui se rapportent à chacun à différentes caractéristiques du service d'enseignement. Pour ça, on a utilisé des données du DCN et de la DEP et on a exclu de notre analyse l'enseignement supérieur. Donc, il est important de noter que tout ajustement qualité est proscrit par le SEC. Donc, ce qu'on vous montre ici, c'est uniquement des travaux exploratoires. Alors, je vais parler rapidement du cadre théorique dans lequel on s'inscrit. Donc, dans le cadre très classique d'une branche marchande, on a des produits I, des quantités YI, des prix de marché PI, qui reflètent à la fois l'utilité marginale du consommateur et le coût marginal du producteur. Avec ça, on construit des indices de volume, donc on fixe les prix à T-1 et on fait varier, donc, et on prend les quantités à T à T-1, ce qui revient à faire en fait une moyenne pondérée des variations de quantité. On fait de manière similaire à un indice de prix en fixant cette fois-ci les quantités à T et en évaluant les prix à T-1 et à T.
En faisant le produit de ces deux indices de volume et de prix, on décompose en fait la variation de valeur. C'est pour ça que ça s'appelle donc un partage volume-prix, des variations de valeur. Et le volume à prix chaîné, c'est simplement le produit cumulé des indices de volume à partir d'une année de base. Maintenant, pour le cas d'une branche non marchande, les prix sont nuls ou non significatifs. Donc la seule info qu'on a, c'est les coûts de production. Donc on a les coûts des intrants et leur quantité. Et par convention, on dit que la valeur de la production non marchande, c'est toujours le total de son coût de production. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le volume. Et donc une première méthode qui semble assez intuitive, c'est de faire le partage volume-prix sur les intrants, donc utiliser l'indice de quantité d'intrants pour mesurer le volume de production, donc avec une formule qui est similaire, sauf que cette fois-ci, on prend les quantités d'intrants et le prix des intrants, on fait exactement la même chose. Et donc on a un indice qui décrit la quantité de capital, travail et consommation intermédiaire qu'on utilise. L'inconvénient, c'est qu'on ne reflète pas la productivité, puisque par définition, elle est égale à 1, et on mesure la production qu'indirectement. C'est quand même la méthode qui est utilisée pour les services publics collectifs, donc de type justice, défense, administration. Mais pour la santé et l'éducation, comme on le disait, on va plutôt utiliser une méthode output, c'est-à-dire on va désigner une variable de quantité qui va être le nombre d'élèves pour l'éducation, et on va remplacer les prix par les coûts unitaires. Donc la formule est exactement la même, avec cette variable de quantité qu'on a choisie. Et en l'occurrence, pour l'éducation, les produits, ce sont les niveaux d'éducation, donc maternelle, primaire, collège, lycée général technologique, lycée pro et un niveau de second degré spécial. Et cette fois-ci, on a bien une productivité, en divisant le volume de production par le volume des intrants, le volume input, qui est grosso modo égal donc au nombre d'élèves sur le nombre de personnel, puisque la plupart des intrants de l'éducation sont du personnel. Et donc, en fait, quand la difficulté, ce qu'on peut critiquer, c'est que quand la taille des classes diminue, en fait, la productivité diminue, ce qui n'est pas forcément souhaitable. Une idée pour remédier à ça, c'est de compléter la quantité par un indicateur de qualité Q. Une première manière de le faire, dans l'esprit de la comptabilité nationale, ça serait de considérer que chaque qualité est un produit différent. Mais pour l'éducation, ce qui est plus adapté, c'est de faire apparaître cette qualité Q explicitement dans le calcul du volume. Donc la question qui se pose, une fois qu'on a trouvé cette variable de qualité comme la taille des classes, c'est la question de comment l'agréger avec la quantité. Et notre approche qui existe dans la littérature, c'est d'utiliser la contribution marginale au capital humain. Donc le capital humain, c'est juste la somme actualisée des revenus futurs des élèves. Et on peut montrer qu'en fait, ça revient à pondérer la qualité par son effet sur le salaire futur. Donc dans la formule, on va avoir un f de q qui va apparaître, où f est défini comme l'effet de la qualité, donc l'effet de la taille des classes, par exemple, sur le salaire futur. Donc maintenant, on va vous présenter différentes méthodes qu'on a testées. Donc déjà, pour montrer à quoi ressemble un partage volume-prix, donc ici on inclut le supérieur, et on voit que les variations de prix expliquent une grande partie des variations du coût total de l'éducation pour certaines années. Donc par exemple, on a une revalorisation du salaire des profs en 2017, et ici on a à la fois l'effet de l'inflation qui fait augmenter les prix, et en même temps une diminution du nombre d'élèves, donc le volume, qui n'est pas compensé par une baisse du nombre de professeurs, ce qui fait aussi que le prix va augmenter. Alors une première adaptation qu'on a essayé, c'est d'adapter la stratification au handicap. Donc le nombre d'élèves en situation de handicap a été multiplié par 3 depuis 2005, et cette hausse a surtout eu lieu en classe ordinaire. Donc il y a eu des dépenses spécifiques, surtout des AESH, qui, dans la méthode actuelle, font surtout augmenter le prix et non le volume de l'éducation, parce qu'ils sont un peu dilués dans la masse, alors qu'on peut considérer qu'ils reçoivent un service spécifique associé à un coût par élève plus élevé. Donc on réalloue les coûts pour créer ces nouvelles strates des élèves en situation de handicap en classe ordinaire. Donc ça donne plus de poids à leurs effectifs, et on obtient finalement une croissance de volume au total entre 2006 et 2023 qui augmente d'1 point de pourcentage, donc ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, pour parler rapidement de la méthode Impute, donc qui n'est pas utilisée pour l'éducation, mais qui nous donne une idée de la productivité. Donc on voit que les volumes Impute, donc les volumes d'intrants et de production, sont assez similaires entre 2013 et 2020, donc c'est-à-dire que la productivité est assez stable. Mais là, le volume de production diminue, donc l'effectif diminue alors que la quantité d'intrants augmente. Donc ce qui est dû à la fois effectivement à une hausse du nombre de professeurs et d'AESH, mais aussi une difficulté dans les mesures, parce que on a tendance à classer les primes comme du volume au lieu du volume d'intrants au lieu du prix.
Dans ce tableau, on a résumé un peu les principaux ajustements qualité donc pour les 3 indicateurs testés, à savoir les scores PISA, la taille des classes et la part d'enseignants débutants. Donc pour chacun de ces 3 indicateurs, on a utilisé des calibrations dans nos fonctions d'ajustement qui proviennent de la littérature. Donc par exemple, pour les scores PISA, on a utilisé l'estimation suivante, à savoir qu'une augmentation de 1% des scores PISA entraîne une augmentation de 9,5% du volume. Comme les tests PISA sont réalisés sur les élèves de 15 ans, on a ajusté uniquement la strate du collège. Pour la taille des classes, l'effet de la taille des classes est plus discuté dans la littérature sur les notes. Et on a utilisé l'estimation comme quoi une augmentation de 1% de la taille des classes entraîne une diminution de 4,3% du volume. Comme on a des données uniquement sur la maternelle et la primaire, on a ajusté uniquement ces strates-là. Et pour les enseignants débutants, comme pour la taille des classes, l'effet sur les notes, c'est plus discuté dans la littérature. Et on a utilisé l'estimation comme quoi une augmentation d'1 point de cette part, elle entraîne une diminution de 0,26% du volume. Et on a ajusté toutes les strates. Donc pour chacun de ces indicateurs, de ces ajustements qualité, les données qu'on a utilisées sont fiables, comparables dans le temps. Elles sont disponibles sur un horizon temporel relativement large. Et ce seraient des ajustements qualité qui seraient facilement réplicables dans d'autres pays. Donc ici, on a représenté l'écart entre les taux de variation du volume ajusté et le taux de variation du volume non ajusté. Donc la première chose qu'on voit, c'est que ces écarts sont très très petits. Donc c'est au maximum 0,037 points pour la taille des classes en 2020. Donc en fait, utiliser un ajustement qualité aurait un impact très limité sur les variations du volume. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'entre 2013 et 2016, les écarts sont très faibles pour tous les ajustements considérés. Et pour la taille des classes, cet écart, il augmente et devient positif à partir de 2017, en lien notamment avec la réduction de la taille des classes, en particulier dans les zones d'éducation prioritaire à partir de 2015. Et à l'inverse, pour les scores PISA, l'écart, il augmente aussi, mais il devient de plus en plus négatif à partir de 2019, donc date à partir de laquelle les scores PISA commencent à diminuer. Et pour la part d'enseignants débutants, cet écart il est plus fluctuant et il est encore plus petit. Donc dans ce tableau, on a juste complété le tableau initial par les résultats de nos principaux ajustements qualité. Donc ça correspond aux 2 dernières lignes du tableau. Et en particulier, donc dans la dernière ligne, on montre la contribution maximum de chaque ajustement aux variations du volume. Et donc, on retrouve le résultat d'une contribution maximum de 0,037 points pour la taille des classes. Donc, finalement, pour conclure, on montre que utiliser un ajustement qualité aurait un impact limité sur les variations du volume de l'éducation, en particulier parce que les calibrations qu'on a utilisées, qui proviennent de la littérature, ont un effet très faible, sont très faibles. Et donc la qualité, elle entraîne toujours des variations inférieures à 0,05 points entre 2013 et 2022. Donc utiliser la taille des classes ou les scores PISA, ça conduit à des résultats un peu différents, puisqu'en fait, utiliser la taille des classes, ça augmente les taux de variation, tandis que utiliser les scores PISA, ça fait baisser les taux de variation. Et on montre également que utiliser la part d'enseignants débutants conduit à des écarts de taux de variation encore plus réduits. En revanche, quand on considère une stratification qui est adaptée aux élèves handicapés, ça a un effet plus visible sur les variations du volume. Et on montre que ça accroîtrait la croissance totale du volume d'1 point entre 2006 et 2023. Merci. Il ne marche plus ici. Merci. Donc on va poursuivre avec une présentation de Vincent Reduron et Clément Delecourt qui vont nous présenter du coup la production des comptes de la santé à partir du système national de données de santé. Parole est à vous. Merci. Bonjour à tous, je suis Clément Delecourt, je travaille à l'adresse et avec mon collègue Vincent Reduron, donc on va vous présenter un projet qu'on a mené en 2023 et 2024 pour microfonder les comptes de la santé, c'est-à-dire les produire à partir des données qui sont dans le SNDS, le Système National de Données de Santé. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc on a voulu vous présenter ce projet parce qu'on a trouvé que c'était vraiment quelque chose d'intéressant et qui pouvait être un exemple pour microfonder des comptes, c'est-à-dire utiliser des données très 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 fines, très 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 détaillées pour produire un compte, c'est-à-dire un agrégat macroéconomique très global.
Donc, un petit rappel sur ce que c'est les comptes de la santé. Donc, c'est un compte satellite de la comptabilité nationale. Je crois que maintenant, il faut plutôt dire un compte thématique. Et donc, c'est un peu la référence macroéconomique sur les dépenses de santé et leur financement, c'est-à-dire vraiment la référence quand on veut parler des dépenses de santé, tout financeur, financement assurance maladie, État, mais également les financements par les mutuelles et les financements directement des ménages, direct des ménages. C'est un exercice international, donc comme pour les comptes nationaux, le cadre central de la comptabilité nationale, il y a le SEC et le SCN. Nous, on a la même chose pour les comptes de la santé qui s'appelle SHA, le System of Health Accounts. Et donc, c'est un exercice qui est totalement comparable internationalement. C'est aussi donc, une publication annuelle de l'adresse. Donc, les comptes de la santé, c'est fait par l'adresse. Et ça fait l'objet tous les ans d'une publication au mois de septembre. Au sein des comptes de la santé, on a un agrégat principal qui s'appelle la consommation de soins et de biens médicaux. C'est pour faire très très simplifié le PIB de la santé. Et donc, on va beaucoup en parler, c'est la CSBM. C'est ce que je vous disais, donc, depuis 2024, notre exercice de production annuelle des comptes de la santé, il se fait à partir des données du SNDS, le Système national des données de santé. Donc, avant de vous présenter un peu en détail ce que c'est le SNDS et comment on l'a mobilisé pour produire les comptes de la santé, on voulait un peu revenir sur ce que ça impliquait pour nous de passer au SNDS. Donc, ça a été une révolution pour nous utiliser le SNDS puisque on a changé le matériau le plus élémentaire qu'on utilisait pour produire les comptes. Et donc, on a dû faire que quelques vérifications sur l'intégration de cette base pour produire les comptes de la santé. Donc, on a fait d'abord des vérifications techniques qui sont à quel point est-ce que c'est des données qui sont compatibles avec les exigences de la production statistique annuelle. Donc, le SNDS, il est accessible sur une plateforme sécurisée, il est hyper frais, il est tout le temps mis à jour puisqu'on a des données mensuelles, c'est-à-dire qu'à partir du mois N+1, on commence à avoir des données sur le dernier mois. Et c'est une infrastructure très puissante qui est gérée par la CNAM et qui est totalement requêtable en R. C'est aussi une production qui est totalement utilisable pour les comptes de la santé. On s'en est rendu compte puisque l'adresse a un accès permanent garanti dans la loi et c'est une base de données qui est totalement pérenne puisque dans le domaine des études sur la santé, c'est une base qui existe depuis, on va dire, 15 ans et voilà, on ne s'imagine pas du tout qu'elle puisse disparaître comme ça. Donc avec ces deux conditions, on s'est rendu compte qu'on pouvait totalement utiliser le SNDS pour produire les comptes de la santé. Alors, pourquoi donc changer les sources? Enfin, qu'est-ce qu'elle n'est pas avant et qu'est-ce qu'on peut faire mieux avec le SNDS? Et ben, en fait, on s'est rendu compte que les comptes de la santé, tels qu'on les produisait avant, nous permettaient d'avoir assez peu d'informations détaillées sur pas mal de productions, d'agrégats qu'on produit et qu'on voulait un peu ouvrir. Donc, typiquement, avant, on avait une dépense totale des soins de médecins spécialistes. Maintenant, on a une dépense totale des soins de médecins spécialistes par spécialité, cardiologue, chirurgien, pédiatre, etc. Ça nous a permis vraiment de mieux comprendre nos agrégats. Ça nous a permis aussi de mieux savoir ce qu'on mettait dans chaque case. Par exemple, avant, on avait une dépense des établissements de santé privés. Maintenant, on arrive à savoir ce qui relève des centres de dialyse, des centres d'imagerie et vraiment des cliniques privées stricto sensu. Et enfin, ça nous donne plein de possibilités d'améliorer les comptes, de pouvoir faire des études beaucoup plus fines sur des axes qu'on n'a pas du tout pour habitude de regarder dans les comptes, notamment faire des comptes par âge, faire des comptes par genre, faire des comptes aussi par pathologie, c'est-à-dire chiffrer le coût total du diabète par exemple. Et ça, c'est des choses qui sont totalement réalisables dans le SNDS puisque toutes ces données, elles existent et elles sont associées à des dépenses de santé dans le système national de données de santé. Je vais vous présenter un peu comment on produit les comptes au compte de la santé à l'adresse. Donc, si vous regardez la colonne au milieu, les comptes de la santé, on peut les distinguer en trois parties qui sont décrites à gauche. Le secteur non marchand, c'est-à-dire les dépenses de l'hôpital public, le secteur marchand reconnu par l'assurance maladie obligatoire, et enfin le secteur marchand non reconnu, c'est-à-dire les pansements achetés en grande surface par exemple, etc. Donc les deux premiers blocs sont dans le SNDS, mais pas du tout dans les mêmes bases. Le système national de données de santé, c'est vraiment une combinaison de plusieurs bases. Et nous, donc, la microfondation qu'on va vous présenter, elle porte sur le secteur marchand, c'est-à-dire les soins de ville et les biens médicaux. Avant, donc, c'était que de la combinaison de tableaux annuels, donc plein de tableaux assez macroéconomiques qu'on agrégeait, qu'on décomposait pour pouvoir avoir la CSBM, la consommation de soins et de biens médicaux dont je vous parlais. Et donc maintenant, ce gros carré central qui représente à peu près la moitié du total de la CSBM est produit à partir du SNDS.
La production à partir du SNDS, c'est le début de la production des comptes, mais c'est pas le total. Donc comme je vous le disais, donc on commence par récupérer toutes les données à partir du SNDS. Ensuite, on a une succession d'étapes encore qui se font hors SNDS pour atteindre la CSBM, un agrégat comptable comparable internationalement, qui puisse être suivi dans le temps, etc. Et donc on a différentes étapes qui sont d'abord le calage comptable, ça va être le cœur de la présentation, on va y revenir, qui garantit la cohérence des résultats avec les comptes de la sécurité sociale. Ensuite on ajoute les deux autres blocs dont je vous parlais, donc le secteur non marchand et le secteur, les dépenses non reconnues par l'assurance maladie obligatoire, l'AMO. Et enfin, on rajoute aussi le financement, on décompose le financement des dépenses de santé, assurance maladie, mutuelle, ménage. Et enfin, donc je vous disais, pour avoir des séries cohérentes, on fait aussi un exercice de rétropolation pour avoir des séries qui permettent d'avoir un peu de profondeur. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans la matière, plus en détail aussi. Donc dans cette diapositive et la suivante, je vais vous parler un peu du SNDS, et puis c'est une grosse masse de données, hein, comme Clément le disait, donc un peu quelle stratégie on a pour organiser cette masse de données, et puis les passer sur des notions propres au compte de la santé. La base de données qu'on utilise au sein du SNDS, comme Clément le disait, c'est un système de base de données. La base de données qu'on utilise, ça s'appelle le DSTIR, le Data Mart de consommation interrégime. Donc schématiquement, c'est tous les flux de liquidation de l'assurance maladie. Donc quand une caisse, une CEPAM par exemple, une caisse d'assurance maladie, vous rembourse votre consultation de médecin, ça fait un flux de liquidation. Et donc en fait, tous les flux vitaux de cet ordre-là, qui sont les remboursements d'assurance maladie, sont empilés, tout comme les rémunérations directes aux professionnels, comme par exemple les rémunérations sur objectif. Donc ça fait un système ça fait 16 tables et 9 milliards de lignes surtout par an, et une grande masse d'informations. Vous avez le numéro du médecin, l'âge du patient, etc. Comment on va faire? Donc on va créer des bases, Clément a montré, on les surnomme les hypercubes. Donc c'est des tables en R, hein, basiquement, qui ont un grand nombre d'axes, qui sont des variables à modalité, et tout à droite, une variable numérique qui est les montants. Donc on va pouvoir combiner et sommer les montants selon n'importe quelle combinaison des axes. Donc les axes, ils décrivent le soin et bien médical, par lieu, par type de soin, profession, etc. Enfin, c'est un peu ce qu'on peut imaginer. Et les modalités de ces axes vont être pour la plupart des modalités de nomenclature qu'on a développées en interne, des nomenclatures ad hoc, on va dire, qui sont adaptées au concept des comptes de la santé. Donc on va agréger tous les flux du DCIR dont je parlais dans la diapo précédente, selon ces nomenclatures qui correspondent à notre besoin de restitution. Donc maintenant, un petit peu au cœur, le calage sur les données comptables. Donc il faut savoir que toutes les données qu'on utilise, là, ligne à ligne, les 9 milliards de lignes, le DCIR, le SNDS nous donne l'information de quel code comptable, dans quel poste comptable ça a été rangé. Donc à la fin de l'année, on va pouvoir sommer les montants qu'on a eus dans nos requêtes par poste comptable et comparer avec les comptes annuels que nous fournit le ministère. Et donc ça donne ce genre de tableau. Donc je vous propose de regarder petit tableau à droite, en bas, pardon. Le deuxième compte, c'est les honoraires des médecins spécialistes. Je reprends le même exemple que prenait Clément. Dans le SNDS, c'est la première colonne, vous avez 13 milliards 964 milliards d'euros qu'on a obtenus dans nos requêtes. Le TCDC, c'est le nom des principaux tableaux de compte annuel qu'on utilise. Donc il y a 24 millions d'euros de plus, donc ça fait un écart relatif de 0,2%. On est quand même assez rassuré. C'était aussi un des socles du projet de voir qu'il n'y avait pas des écarts trop grands. Donc évidemment, on va appliquer à toutes les lignes de nos données qui relèvent des spécialistes un coefficient qui augmente de 0,2% les montants. Pardon. Alors globalement, ça donne ce type d'ordre de grandeur. Ouais. Je vous propose de regarder la dernière partie du tableau, CSBM sur la globalité. Donc en 2023, la dernière ligne, le taux de redressement, c'est de 1,3%. Dans ce tableau-là, c'est la dernière année est davantage corrigée. Par contre, sur 2021 et 2022, vous avez des coefficients de redressement moyens de 0,2, 0,3%, ce qui est plutôt satisfaisant. Ensuite, le deuxième, il y a trois grands socles qui sont pour nous très importants en termes de cohérence et de fiabilité. Donc le premier, c'était le calage comptable. Le deuxième, c'est la rétropolation.
Donc c'est assez classique. Le but de la comptabilité nationale, les buts, c'est d'avoir des séries longues. Donc on a envie que toute la série soit comparable avec sur l'ensemble des années, la même méthodologie. Sur ce graphique, vous voyez que les 2 dernières années, j'ai mis un bandeau calcul direct. À partir de 2021, on calcule directement avec la nouvelle méthodologie, le SNDS, les comptes. Et quand on remonte plus dans le passé, on a une rétropolation qu'on appelle statistique, qui sont les anciennes séries corrigées avec des coefficients, qui font que tout l'historique, en remontant loin, est similaire à la méthodologie actuelle. Le dernier socle de fiabilité, c'est de comprendre les révisions. Parce que, bon, en gros, donc, comme Clément le disait, on a beaucoup plus de matière, on se rend compte qu'il y a des choses qui étaient peut-être imprécises dans la précédente méthodologie. C'était le cas notamment sur les dépassements d'honoraires, qui étaient un peu une boîte noire précédemment, que maintenant on voit beaucoup mieux. Donc on a corrigé les montants de dépassement d'honoraires. Enfin, tout ça, ça fait des révisions. Et on est satisfait si ces révisions sont limitées en ampleur, logique, et si on réussit à les expliquer, parce que ça correspond à une amélioration de la formation. Là, pareil, je vous propose de regarder la dernière ligne du tableau sur l'ensemble de la CSBM. Sur les 2 années qu'on a calculées en commun dans les 2 méthodologies, on avait l'ancienne série jusqu'à 2022 et la nouvelle à partir de 2021, ça fait 2 années de comparaison. On a une révision globalement de plus 0,2% de la CSBM ou plus 0,3% sur la 2e année, ce qui est plutôt satisfaisant, et on a écrit une grosse annexe du panorama des comptes de la santé qui décrit pourquoi et comment on fait ces révisions. Donc, au final, on voulait aussi vous parler un peu de ce qu'on a appris en faisant ce travail de micro-fondation des comptes, c'est-à-dire de passer de tableaux agrégés à des données élémentaires très très fines. Et donc, on a vu que, déjà qu'il y avait plein de gains, mais aussi qu'il y avait des risques, des coûts, des choses à anticiper quand on fait un tel travail. Donc, déjà pour les gains, on arrive à décliner les dépenses de santé beaucoup plus finement. C'était un des gros objectifs de ce projet. On arrive à beaucoup mieux comprendre ce qui se passe. Quand on a des évolutions un peu extraordinaires, maintenant, on arrive vraiment à savoir qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur. Un autre avantage, c'est que du coup, on repose beaucoup moins sur des tableaux externes, en fait. Et donc, ça nous permet de beaucoup plus maîtriser notre calendrier de production. On est vraiment beaucoup plus maître, puisque le SNDS, on y a accès en continu, il est tout le temps mis à jour. Et donc, on peut toujours... on a beaucoup moins à se reposer sur des partenaires qui peuvent envoyer des données qui peuvent être plus ou moins imprécises et qu'on a un peu plus de mal à comprendre. Et enfin, travailler à partir du SNDS, ça nous a permis vraiment d'automatiser nos coproductions. Automatiser nos coproductions, c'est tout ce qu'on fait en fait quand on produit les comptes de la santé. Les comptes de la santé, ça alimente notamment le cadre central, la consommation de santé effective des ménages. Donc, en fait, à partir du SNDS, on a pu aussi automatiser cet exercice qui a fait qu'il était beaucoup plus simple pour nous. Donc, ça nous a fait en gros un gros gain de temps. En même temps, il y a eu des risques. Ces risques, ça a été donc de réussir à maintenir les chaînes sur le portail du SNDS. Le portail du SNDS, c'est touffu, c'est complexe, Vincent vous l'a dit, c'est stable, 9 milliards de lignes, et il faut garder une expertise au sein de l'adresse pour pouvoir comprendre toujours ce qu'on fait, les requêtes qu'on y fait. C'est aussi, on s'est rendu compte aussi qu'il fallait avoir une grande connaissance de l'assurance maladie. L'assurance maladie, elle évolue tout le temps, elle change ses manières de rémunérer les professionnels, les établissements. Nous, si on veut bien tout capter dans la CSBM, il faut être capable d'aller chercher, d'aller mettre à jour les chaînes, d'aller surveiller toutes ces évolutions. Et enfin, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que le SNDS, donc en allant chercher des lignes très fines, on fait du big data, et donc il y a des temps d'extraction qui sont très très longs, et donc il faut intégrer, qu'il faut prendre en compte dans le processus de production. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup et merci pour le respect du temps de parole. Bravo. Donc on va du coup avoir le temps pour des questions. Et donc y a-t-il des questions, donc soit dans la salle, soit à distance. Il y a un micro qui va être voilà. N'hésitez pas à lever la main. Il y a une question là-bas. Bonjour, merci beaucoup pour toutes les présentations. J'avais une question sur les comptes distribués, sur deux indicateurs, là, sur le déflateur et sur la distribution du déficit. Parce que j'avais cru remarquer dans les graphiques que côté déflateur, c'était constant par décile. Donc je me demandais si
c'était possible de savoir si ça pouvait être décomposé par déciles. Et du côté du déficit, je me demandais quelles étaient les hypothèses sous-jacentes, parce que j'avais l'impression dans le graphique que ça faisait peser un poids plus important sur les déciles les plus aisés. Donc je me demandais comment c'était calculé. Merci. Bonjour, une question sur l'empreinte carbone. On a vu dans la présentation l'importance de la base Figaro, là, du TIES international. Est-ce qu'on a une expertise maintenant sur la qualité de ce travail? Est-ce qu'on a une vision sur la façon dont ce tableau est construit et avec potentiellement le risque futur de gain en qualité qui pourrait faire bouger beaucoup nos estimations? Il y a un peu la même question pour les facteurs d'émission, d'ailleurs, mais... Toujours en lien avec l'empreinte carbone, ça va être une question assez courte, mais c'est est-ce qu'il existe une version cheap comptes régionaux de l'empreinte carbone de France? Dans le désordre un peu. Les questions sur Figaro et enfin les TIES. Alors cet exercice de estimation de l'empreinte carbone, il est assez particulier dans les comptes nationaux parce que il dépend d'outils externes qu'on ne fait pas à l'INSEE. Il dépend de ce TIES qui est réalisé par la Commission européenne et des bases mondiales d'émissions qui sont réalisées par d'autres, soit par des pays, soit par des institutions internationales. Et est-ce qu'elles vont s'améliorer dans les prochaines années? Oui, c'est sûr. Et donc, notre chiffre, il est amené à réviser. Donc ça, il faut en être vraiment conscient. Et pour les utilisateurs, il faut que ça soit assez clair. Par exemple, sur les émissions, quelque chose qui est important, mais qui est bien, hein, c'est que tous les pays maintenant, avec l'accord de Paris, à partir de 2025, vont devoir faire des inventaires d'émissions complets et annuels. Et avant, ça paraît bizarre, mais c'était pas le cas. Avant, c'était seulement les pays qui étaient considérés comme développés au moment de l'accord des Kyoto en 1995. Donc c'était une liste très restreinte. Donc ça, par exemple, vraiment concrètement, ça fait que notre connaissance des émissions mondiales, elle va s'améliorer dans les 3, 4, 5 prochaines années. Et ça entraînera des révisions. Voilà. Donc c'est inévitable, mais c'est pour le mieux. Voilà. Oui, moi, je peux essayer de répondre pour l'empreinte carbone régionale. Donc, la difficulté pour construire une empreinte carbone régionale, c'est qu'il faut avoir des données économiques files à l'échelle régionale, par exemple un tableau entrée-sortie, et aussi connaître les imports-exports de la région vers les autres régions. Donc, a priori, ça n'existe pas, sauf dans certains cas particuliers, par exemple pour l'île de la Réunion. Et il se trouve que, par exemple, l'île de la Réunion, dans une île, c'est possible de connaître précisément les imports et les exports qui rentrent et qui sortent dans le territoire. Et donc, l'île de la Réunion a pu calculer son empreinte carbone et a diffusé une publication cette année. Et il y a d'autres aussi expériences qui ont été menées, par exemple, en Bretagne, où l'empreinte carbone régionale elle est fondée sur l'exploitation de l'enquête budget des familles, où on connaît précisément la consommation des habitants de la région. Et donc, en couplant cette enquête budget des familles à un calcul de modélisation input-input tel que vous a été présenté par Sylvain, il a été possible d'estimer l'empreinte carbone de la Bretagne, par exemple. Du coup, merci pour tes questions. Du coup, sur les déflateurs par catégorie, donc effectivement, là pour l'instant, on fait vraiment le cadre un peu classique, c'est-à-dire qu'on distribue les revenus transferts par catégorie, mais on met la moyenne, et on a des travaux en cours pour essayer de construire des déflateurs par catégorie. Hein. C'est assez, entre guillemets, conceptuellement facile, puisque la Contanat fournit des déflateurs pour chaque produit, et avec l'enquête de consommation, on peut avoir par catégorie les types de consommation par produit, et donc on est en train d'essayer de construire ça actuellement. Moi, mon intuition, c'est que ça peut changer beaucoup les résultats. Mais bon, on pourra présenter en tenant compte des prix moyens, en tenant compte de la consommation différenciée. Après, on verra. On a une limite, par contre, si on fait ça, c'est que la consommation, à ce stade, on utilise BDF, qui est observé, on va dire, entre tous les 3 à 5 ans, et donc on va pas capter du tout des effets de comportement si tu as une hausse des prix.
Donc c'est assez maladroit, mais d'une certaine manière, on n'aura que des effets prix, mais pas des effets un peu comportement. Alors que si tu as une inflation alimentaire qui va changer par catégorie en décile, on captera pas forcément cet effet. Et donc c'est pour ça que dans les travaux qu'on est en train de regarder, on va voir s'il n'y a pas d'autres enquêtes sur la consommation, d'autres données, sur la consommation qui pourraient tenir compte, essayer de mesurer un peu ces effets. Par exemple, des données bancaires, des choses que, mais bon, c'est très prospectif. On n'a pas commencé sur ce deuxième aspect. Et sur le déficit, du coup, merci pour la question. Ça permet de compléter ce que j'ai rapidement squeezé. D'une certaine manière, c'est assez conventionnel, d'accord. Je vais répéter un peu ce que j'ai dit pendant la présentation, mais si on ne tient pas compte de l'endettement public, donc dans le terme comptable, c'est l'épargne nette négative des APU, donc qui est négative, alors ça revient à augmenter le revenu, d'accord. Donc si j'ajoute ce déficit, je vais le diminuer. Et donc si on va plus loin dans cette interprétation, qui est encore conventionnelle, ça revient à dire, je vais l'imputer au ménage par catégorie cette année. D'accord, donc je vais devoir faire des hypothèses à si je devais payer le déficit cette année, qui le paierait. Donc c'est encore plus supplémentaire conceptuellement. Et donc du coup on va faire une hypothèse qui est celle de la littérature. Alors je vais dire qu'elle est classique dans la littérature, mais il n'y a qu'un seul type de papier. Donc en vrai elle n'est pas challengée encore, donc on pourra réfléchir à des robustesses. Mais à ce stade on la distribue comme une moyenne pondérée des prélèvements et une moyenne pondérée des prestations. L'interprétation qu'il y a derrière, c'est de dire si je devais payer le déficit cette année, alors ça serait en partie une baisse des prestations et une hausse des prélèvements. Et donc effectivement, on les fait porter un peu plus sur les plus aisés, parce que les plus aisés en milliards d'euros, pas en rapport à leur revenu, vont payer davantage de prélèvements et vont aussi recevoir davantage de prestations, notamment à cause des prestations retraite. D'accord, donc ça diminue davantage les plus aisés. Donc l'interprétation économique derrière cette hypothèse, cette convention, c'est de dire si on devait payer le déficit cette année dans nos comptes pour équilibrer en fait la redistribution, alors il faut baisser davantage le revenu des plus aisés. Alors on décide pas ce que fait l'Assemblée, mais vous avez des questions. Donc, moi, j'avais une question pour le papier sur le partage volume-prix de l'éducation. J'aimerais bien savoir ce que vous disiez un petit peu ce qui peut être fait à l'étranger. Donc, on voit que vous utilisez une enquête qui est une enquête internationale, PISA. Donc, voilà, c'est quoi les expériences étrangères et est-ce que tu trouves des résultats similaires aux vôtres ou pas? Et est-ce qu'il y a des tentatives de faire des effets qualité avec ces enquêtes qui sont quand même des enquêtes internationales? Et j'avais une question qui est à la fois sur le compte de la santé et les comptes distribués. Alors j'ai mal présenté le papier parce que j'ai dit que c'était une tentative de distribuer les comptes de la santé. Or c'est une tentative de microfonder les comptes de la santé. Les comptes distribués finalement c'est des comptes qui sont pas forcément au départ microfondés. C'est un agrégat qui est plutôt distribué avec des données individuelles. Donc vous avez un peu expliqué l'intérêt en fait de microfonder plutôt que d'avoir un agrégat macroéconomique. Bien éventuellement que vous reveniez peut-être sur les conséquences que ça peut avoir quand on a des grosses corrections macroéconomiques et qu'on fait d'habitude de manière agrégée dans les comptes et pas de manière microfondée. Est-ce que ça pose des problèmes? Et à l'inverse, peut-être savoir si c'est mieux, d'un point de vue des comptes distribués, d'avoir des agrégats qui sont directement calculés à un niveau macro et ensuite d'utiliser des données micro pour les distribuer. Et j'ai pas forcément compris sur la distribution des comptes de la santé si c'est quelque chose qui était déjà en cours ou si c'est une étape supplémentaire. Et je sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle. J'en profite du coup. Question pour Mathias. Au fond, pourquoi c'est important d'inclure le déficit public dans ces comptes distribués? Est-ce qu'on peut pas imaginer un exercice où on les sortirait? Alors c'est vrai que du coup on n'est plus dans l'exhaustivité des comptes, mais économiquement pour étudier les effets de la redistribution, est-ce que c'est si grave et est-ce que même ça n'a pas un avantage? C'est-à-dire de ne pas avoir à faire une hypothèse sur la façon dont ce déficit est remboursé par catégorie.
Alors sur les comptes de la santé, ce qu'on a mentionné dans une diapo, c'est les comptes par sexe, par âge, par département, je crois. Par contre, dans nos données, pardon? Non, c'est enfin à titre exploratoire, mais voilà, il est possible qu'on le fasse à un horizon assez court. Voilà, mais voilà. Pour l'instant, c'est pas réalisé. Par contre, on n'a pas de données par revenu, donc dans le SNDS, dans les données micro, on n'a pas cette info-là, donc on ne pourrait pas le faire par décile, quintile de revenus. Je ne sais pas si ça répond à toute votre question. Du coup, pour la question de Marie, sur les effets de microfondé, du coup, pour l'instant, moi, je travaille que sur les revenus, les transferts et les revenus. Et du coup, les agrégats comptables mobilisent énormément, et la consommation d'ailleurs, mobilisent énormément de sources. Donc, j'ai pas encore l'expérience de savoir si c'est microfondé. Enfin, ça peut être. Après, l'intuition, moi, j'ai vraiment adoré la présentation des collègues de l'adresse. J'ai l'impression que ça va être plus satisfaisant parce que on va maîtriser les corrections, on maîtrise, enfin, tous les avantages quand tu cités en conclusion. Et d'ailleurs, dans les travaux, on est en train d'essayer de lancer on va lancer les comptes distribués de patrimoine. Et moi, j'aimerais bien que ce soit des choses qui soient un peu plus vraiment en natif, compatibles avec les calculs des comptes. On peut penser aux travaux qu'on a fait sur l'immobilier et de se dire, si on a des données exhaustives administratives, alors on fait un agrégat. Donc, il y aura des différences de champ et tout ça, mais on pourrait rétroagir sur les comptes. Voilà. Donc sur les comptes de revenus de transfert, c'est pas forcément envisageable à court terme, je pense, parce que les données qu'on utilise, c'est notamment le modèle INES, les données ERFS, qui sont très riches, surtout que là on les pseudo-appareille avec BDF, donc on a les données de consommation, la taxation indirecte, il y a les cotisations, il y a plein de transferts. Et les gros avantages, c'est qu'on a aussi des variables de classement, par exemple le diplôme, qui sont des choses qui n'existent pas dans les données administratives exhaustives, mais il y a aussi des avantages. Aux données d'enquête, c'est un champ particulier. Il n'y a pas les DOM, il n'y a pas les ménages en hébergement collectif. Donc, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est pas directement accessible sur les revenus et les transferts. Mais ça me semble effectivement souhaitable. Enfin, on pourrait imaginer de le faire sur Fideli, et du coup de micro-simuler sur Fideli, mais ça nécessiterait un peu quand même une grosse structure statistique. Et du coup, la seconde question de Lou. Alors, on peut tout à fait, là j'ai vraiment simplifié la présentation a priori c'est une analyse, on verra, mais dans l'étude peut-être un DT qu'on va sortir, vraiment on va montrer avant l'application des hypothèses du déficit de l'endettement et et après quoi, pour que le lecteur puisse comprendre l'effet que ça fasse sur les messages, et donc on peut très facilement ne pas regarder ou ne pas l'intégrer. Mais le problème, c'est que ne pas le faire, c'est pas totalement satisfaisant. Moi, j'ai publié avec l'équipe INES le fameux bilan, enfin l'évaluation des réformes socio-fiscales chaque année, d'accord. Et si on empile France Portrait Social sur les dernières années, qu'est-ce qui s'est passé sur les 5 ans, 10 ans, c'est super quoi. Le revenu disponible a augmenté, voilà. Bon, des fois il y a des effets à la hausse ou à la baisse sur les inégalités, il y a des effets sur le taux de pauvreté. Mais moi, si je suis si je suis législateur, c'est facile d'augmenter le revenu disponible. Voilà, je sors des milliards, et c'est pas bouclé. Donc déjà, la redistribution monétaire, c'est normal qu'elle soit pas équilibrée, puisqu'on va prélever beaucoup plus, parce qu'après on doit verser les transferts publics, et aussi la taxation indirecte. Mais du coup, on peut même aller au transfert en nature. C'est pareil, c'est pas bouclé. Donc d'une certaine manière, si on veut regarder la redistribution, et c'est une certaine conséquence du rapport du groupe d'experts dans lequel j'étais co-rapporteur, c'est qu'on a envie quand même d'essayer de trouver un moyen, donc peut-être que la manière avec laquelle on le fait est imparfaite, on a envie de trouver un moyen de tenir compte de ce déficit. Parce que sinon, je peux raconter que la redistribution augmente depuis des années, et c'est ce qui se passe. Je veux dire, le déficit a factuellement un peu, je sais pas explosé, mais fortement augmenté sur les dernières années. Et dans notre étude, puisqu'on fait 2010-2023, on le voit. Voilà, vous l'avez vu, le petit point, je crois que c'était bleu clair. Voilà, c'est super. Enfin super, je sais pas si c'est un indicateur, un jugement normatif, mais le revenu disponible augmente, le revenu après transfert augmente, la redistribution augmente. Oui, mais bad news, on s'endette quoi. Donc en fait, un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui va devoir. Voilà, je m'arrête là. Ah, pardon. Oui, je vais répondre pour la question de Marie sur l'utilisation de l'ajustement qualité par les autres pays.
Donc effectivement, ça ne concerne pas le cadre central. À ceci près, je fais une petite exception pour le calcul des PPA, où c'est quelque chose qui est utilisé pour le calcul des PPA. Concernant les autres pays, donc il y a eu des travaux exploratoires qui ont été menés, notamment en Nouvelle-Zélande, au Canada. À mon sens, le pays qui allait le plus loin dans ce travail exploratoire, c'est les Anglais avec l'ONS. À ceci près qu'ils utilisent des indicateurs qui sont légèrement différents des nôtres, puisqu'ils n'utilisent pas PISA, mais le score, leur évaluation nationale, et qu'ils n'ont pas cette approche en matière de capital humain. Je rajoute, pour être tout à fait exhaustif, que cette idée de comparer les différents ajustements qualité menés au sein des différents pays, elle fait faire l'objet, sous l'initiative de l'ONS, d'une team internationale dont on fera partie à l'INSEE, voilà, qui inclura notamment donc les Anglais, mais aussi le Canada, le Danemark, la Norvège, me semble-t-il. Voilà. Clore la séance. Donc, vous remercier public pour votre écoute et vos questions, et puis remercier les intervenants pour leurs excellentes présentations. Bonne suite des JMS. Donc là, vous avez une pause et à 10h20, une nouvelle session commencera.